Dani Martinez pour Interligne. Donc l'idée de cette petite vidéo, c'est dans un premier temps de faire un portrait un peu de vous, et de pouvoir parler du combat des artistes algériens actuels, et de en quoi Racontard est pour eux une scène privilégiée et unique en Algérie. Du coup, je voulais commencer par justement vous demander à vous, l'un des fondateurs du festival, en quoi Racontard est un espace, un festival unique en Algérie. Bon, d'abord, moi, artiste plasticien, ayant fait les écoles d'art en Algérie à l'époque coloniale, j'ai terminé mes écoles d'art en 1962. J'ai commencé à enseigner aux Beaux-Arts d'Alger en 1963. Je suis né en 1941 dans une région de l'ouest de l'Algérie, un village qui s'appelle maintenant Marsa Hadjadj. J'ai vécu un peu partout dans l'ouest, mais mon père qui s'est déplacé en 1957 à Blida, étant devenu facteur dans le coin, moi étant entêté pour une formation artistique, bon, je me suis inscrit aux Beaux-Arts, bon, etc., etc. Et je veux dire que dans la fin de mes études artistiques, j'étais obligé. C'était une époque très difficile en Algérie, c'était l'époque de ce qu'on appelle l'OAS, juste avant l'indépendance. Donc beaucoup de gens comme moi étaient menacés par l'OAS. J'ai dû terminer pendant une année ou deux des études à Paris. J'avais pu avoir la chance de pouvoir me déplacer là-bas. Et c'est en me déplaçant à Paris, l'école nationale des Beaux-Arts de Paris, que j'ai pu rencontrer des artistes venant du monde entier. Il y avait des Libanais, des Chiliens, des Chinois, de toutes les cultures possibles. C'est ce qui m'a fait prendre conscience à l'époque que moi, formé à l'école des Beaux-Arts d'Alger, en fait, je n'étais rien. C'est-à-dire que l'école des Beaux-Arts d'Alger était une école régionale française à l'époque, où il y avait une formation académique de l'époque, où c'était avec toute l'histoire de l'art français, l'histoire de l'Antiquité, etc. Mais en tant qu'artiste venant d'Algérie, je me rendais compte que de l'Algérie, il n'y avait rien. Alors, c'est les Latinos surtout, et les gens du Liban et autres, qui m'ont fait prendre conscience de ça. Et c'est en retour au pays où je me suis dit qu'il fallait entièrement refaire mon éducation artistique. Et donc, dans cette éducation, c'était quoi? C'était partir sur le terrain. Partir sur le terrain, sur les sources culturelles du pays. Et c'est comme ça, bien entendu, que la Kabylie a fait partie du terrain comme d'autres. C'est-à-dire que tous les arts populaires, c'était une école choisie personnellement. C'est-à-dire comment prendre conscience que tel aspect de la culture populaire avait un rôle important du point de vue esthétique, etc., etc. Bon. Et bon, après, par le temps, il y a eu une lutte qui s'est créée dans le milieu artistique, parce que nous, on était très peu nombreux comme artistes plasticiens à l'époque. Et la lutte venait du fait que, il y avait quand même parmi les artistes peintres des gens qui étaient héritiers de l'époque coloniale, de la peinture orientaliste. Il y avait ceux qui s'exprimaient à travers ce qu'on appelle l'école d'influence soviétique, réaliste, socialiste, mais de mauvais goût. Et il y avait ceux qui pensaient qu'en reconduisant les arts traditionnels citadins en enluminure et miniature, qui était comment on appelle ça, une école créée par les Turcs, par les Ottomans, c'est-à-dire que la miniature et l'enluminure a été amenée par les Ottomans en Algérie. Maintenant, on dit que la miniature est un art national, mais c'est un art national qui a été amené par les Ottomans. Donc, il a fallu donc que, se battre pour essayer de trouver de nouvelles voies. Et on a créé à ce moment-là, dans les années 67, 68, ce qu'on appelle le groupe Aouchem. On a choisi le mot Aouchem parce que Aouchem, c'était le tatouage porté par les femmes qui étaient elles-mêmes porteuses de motifs berbères, mais on a pris le mot Aouchem parce que l'Aouchem était indélébile.
c'était un motif d'accord, ce n'est pas le tatouage comme que de tous les tatouages des marins et autres, c'était un tatouage culturel, un tatouage social, etc. Donc, mais en même temps, il était indélébile. Alors le mot Haouchem avait deux sens, par rapport à ce qu'il apporte comme figuration, représentation, et en même temps le fait qu'il était indélébile, c'est-à-dire que les siècles pourraient ne pas l'effacer. C'est-à-dire, donc, et notre revendication, c'était donc d'aller à l'observation de tout l'héritage qui pouvait se retrouver dans les arts populaires, mais en n'étant pas dans la répétition, mais en essayant de voir ce qu'on pouvait prendre pour l'amener dans la modernité. Et donc, bon, à l'époque, bien entendu que chaque artiste du groupe Haouchem n'était pas obligé d'avoir la même voix. Mais il s'est passé une chose, c'est que notre mouvement a été combattu officiellement et par d'autres artistes. Et à un moment donné, bon, nous avons été obligés d'arrêter parce qu'on était interdit d'exposition dans les structures dépendantes de l'État contrôlées par le parti unique. Interdit. Et même, il était interdit de citer le mot Haouchem quand, par exemple, quelqu'un qui veut écrire l'histoire de l'art en Algérie à l'époque, quelqu'un parle de point de vue officiel, dès qu'on a parlé de l'époque du groupe Haouchem, on dit ah non, on n'en parle pas. À cette époque-là, toute revendication où le mot art populaire berbère était apparaissait, il ne fallait pas en parler. Entre le moment où vous étiez jeune artiste dans les années 60 et ce que vivent les jeunes artistes aujourd'hui en Algérie, alors, je vais vous dire une chose. Bon, il s'est passé un truc, c'est que après, quand il y a eu le mouvement berbère, le grand mouvement berbère dans les années 80, il y a eu une montée de la prise de conscience de tous les artistes, à ce moment-là. Ça a commencé à travers la langue, etc. D'accord ? Le chant, la parole, c'est-à-dire le chant et la poésie en particulier. Et il y a eu après ce qu'on appelle les années noires, c'est-à-dire les années de terrorisme, les années qui a laminé le pays de pas mal d'intellectuels et artistes, etc., qui ont été lâchement assassinés, etc., etc. On a cru à ce moment-là que c'était une grande catastrophe parce qu'on a perdu des grandes valeurs qui ont été formées le lendemain de l'indépendance et on dit mais comment on va refaire tout ça? C'était terrible, des hommes de théâtre, des écrivains, des poètes, etc. On s'était dit mais comment tout d'un coup ils ont réussi à provoquer l'exil de pas mal d'intellectuels avec les menaces, etc. Comment qu'on allait faire pour remonter la pente? Mais c'est passé une chose assez particulière, c'est que contrairement à ce qu'on croyait, les générations qui ont commencé à arriver à ce moment-là, il y a eu une multiplication des auteurs, des écrivains, des poètes, des chanteurs qui ont été provoqués par l'émergence de l'intégrité, c'est-à-dire en contradiction. Et donc, bon, ça déjà, ça fait respirer. Mais nous en 2003, vous savez, j'ai connu Hassan Metref dans le contexte des arts populaires en Kabylie. Bon, c'est une histoire particulière. Quand on s'est retrouvé en 2003 avec Hassan Metref, parce que la 2003, c'est l'année qui a été déclarée année de la culture algérienne en France, où l'État français devait accueillir plein de trucs de la culture algérienne en France. Et moi, étant à Marseille, étant en exil depuis 1993 par la force des choses, j'avais été accueilli par l'école des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence qui m'ont accueilli chaleureusement parce qu'ils étaient en solidarité avec l'école des Beaux-Arts d'Alger. Je veux dire, quand il y a eu la déclaration de l'année de l'Algérie en France, il y a une structure à Marseille qui s'appelle la Friche de la Belle de Mai, qui est une structure à cette époque-là d'expérimentation artistique. Le responsable de cette friche-là m'a proposé de créer un événement
de créer un événement dans les espaces en friche, parce que ce qui est bien, quand on a un espace en friche, on fait ce qu'on veut. Donc, et là, à ce moment-là, j'ai dit, je fais un événement. Moi, d'accord, mais je ne peux pas le faire sans faire venir un tas de complexités que j'ai eues sur mon parcours. Faire venir Hassan Metref pour raconter toute l'expérience, le combat en Algérie. Faire venir, des gens de Timimoun, faire venir d'autres artistes, etc., qui ont été sur mon chemin. J'ai fait un hommage à la fois à Khateb Yassine et à Abdelkader Aloula en même temps, parce que c'était des amis en faisant avec des lieux, des espaces de performance et autres. Enfin, il y avait tout un événement mis sur pied, avec des musiciens, des hommes de théâtre de Nomostaganem, des Gnawa de Blida, des troupes venant d'un peu partout. Mais c'était cette culture-là, tous ces éléments-là étaient importants pour présenter ce que j'étais moi. Alors, donc, Hassan Metref s'est déplacé. Et bon, j'ai eu la chance d'avoir été pris en charge financièrement par cette friche-là. Hassan Metref s'est déplacé. Quand on s'est revus, on s'est dit, écoute, maintenant, peut-être qu'on va reprendre le terrain. C'est-à-dire, reprendre le terrain, c'est-à-dire voir l'activité culturelle en Kabylie. Lui étant de Béni, et puis étant donné que le mouvement associatif, et c'est ça, il faut le savoir, depuis qu'il y a la lutte pour la langue et tout le reste en Kabylie, il y a une petite particularité, c'est que le mouvement associatif culturel en Kabylie était très fort, très présent. Mais quand je dis en Kabylie, c'est-à-dire même dans le dernier des villages, des derniers des villages, il y avait une association culturelle. Et quand je dis association culturelle, c'est dans le sens réel du mot culture. Donc, cette présence forte de ces réseaux-là a fait qu'on a pu relancer en Béni, c'est-à-dire une action culturelle qui n'était pas aussi importante que maintenant, mais où on a pu commencer à mettre les pieds. Et s'est passé une chose, c'est que les associations environnantes ayant assisté à cette première action, nous ont demandé de passer ils nous ont invités à passer chez eux les années suivantes. Donc, ce qui fait que notre festival est devenu festival malgré lui. Donc ça, c'était les débuts. Oui, mais justement, au début, nous avions des difficultés. Par exemple, quand je disais aux copains artistes à Alger, pourquoi vous ne venez pas à la Cantar, même les journalistes à l'époque, ils ne se dérangeaient pas. Ouais, c'est quoi ce truc, d'accord, en Kabylie, à la montagne, etc. Oui, bon, j'ai dit, mais au contraire, je disais, moi, il faut être sur le terrain, il ne faut pas laisser le terrain aux autres. Au lieu d'être dans vos salons à Alger ou n'importe où, il faut être sur le terrain. Donc, il y avait une réticence. Mais il s'est passé une chose, c'est qu'après, à un moment donné, il y a des jeunes qui ont commencé à venir, mais des jeunes de la région, qui ont commencé à venir avec des jeunes plasticiens, des musiciens. Et puis, comme ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient, on avait la nuit des contes, les conteurs et tout, la poésie. Donc, comme ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'exprimer librement, est arrivé le phénomène Facebook, les réseaux sociaux. L'information, boum, on n'avait plus besoin de la presse, ça a commencé à circuler, à dépasser les frontières, et tout d'un coup, on a commencé à avoir des demandes on avait des gens qui viennent d'Italie, de France, depuis longtemps, d'Espagne et autres, etc. Mais un festival qui se passe en Kabylie, où vous avez maintenant, depuis 4 ans, des jeunes musiciens et plasticiens qui viennent de toutes les contrées de l'Algérie. Des Tlemceniens. Et en Kabylie, les Tlemceniens, avant, c'était difficile. Des gens de l'Arwat, arabophones.
des gens de Ghardaya, des gens de Sidi Bel Abbas, des Oranais, des Bel Abbas, bon, des Skikdi, des Bijaya, c'est normal, etc. Maintenant, les Chaoui aussi, c'est un peu normal. Tous ces gens-là, commencé à Igersafen, se retrouvent ensemble. Ce qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est que il n'y a pas d'individualisme. Il y a un partage entre eux, ces jeunes-là. D'abord, la rencontre entre eux. Dans un terrain où tu t'habilles comme tu veux, tu chantes ce que tu veux. Maintenant, le respect quand même, faut pas être... tu viens pas faire la révolution dans le village. Mais n'empêche que quand tu es accueilli, on t'en permet de dire des choses, de t'habiller comme tu veux, que les gens qui viennent, ils te regardent avec des yeux heureux, les anciens. Vous savez, une chose qu'il faut savoir, quand vous arrivez dans un village qui est maintenant tel qu'il est, mais si vous saviez comment il était au lendemain de l'indépendance, c'était des lieux qui ont été démolis par la guerre, etc., etc. Vous savez que ces villages-là, s'ils ont été rebâtis, c'est avec l'argent de l'émigration. Tous ces vieux qui sont partis par-ci par-là, par exemple toute la région de Sahel, Bousken et autres, etc., ils ont tous leurs représentants dans la région de Marseille. Vous savez que les émigrés payent une cotisation pour le développement de leur village. Et qu'il y a des représentants de chaque village, ce mec qui ramasse les impôts. Il a dit que vous travaillez là-bas, vous prenez l'argent, et ici sur place, celui qui ne peut pas cotiser, il travaille volontairement pour l'aménagement. Vous savez que ces villages ont été aménagés avec rien de l'État. C'est à la fois le volontariat des gens, le matériel payé par tout ça. C'est une habitude qui a été créée dans tous ces villages d'une prise en charge de soi. Je suis obligée de vous poser la question pour les gens qui ne connaissent pas Racontard et qui verront cette vidéo. Ouais. Vous parlez de l'esprit Racontard. Oui. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quoi? Pardon? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est tout ça, ce que je vous dis là. Mais je vous repose la question. Non, mais je vous dis ça. C'est-à-dire que nous, mais je vous dis, c'est-à-dire que nous, s'il n'y a pas cette base, le village, qui est habitué à l'entraide, à ce qu'on appelle la grande Touisa. Ici, quand il y a le volontariat, c'est pas je fais la gueule, etc. Non, il y a une structure. Vous savez qu'il y a une structure dans les villages. Il y a ce qu'on appelle maintenant le comité, mais avant ça s'appelait la Jama'a. Hein? Il existe qu'on appelle ça une démocratie antique. Donc en fait, c'est la manière dont fonctionnent ces villages, ces entraînes qui sont une base bénéfique ou nécessaire en fait à l'esprit que vous voulez. Oui, mais c'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas cette base-là, le Racontard n'existe pas. Donc, quand un village nous demande maintenant, c'est-à-dire d'amener l'aventure culturelle de Racontard, Racontard c'est quoi? Racontard, c'est des gens. On amène des gens qui veulent... Bon, il y a des conteurs, il y a des conférenciers, il y a des jeunes plasticiens, il y a des gens qui vont parler de cinéma, il y a des gens qui vont faire les ateliers sont très importants. Normalement, dans l'histoire de Racontard, les ateliers avec les jeunes du village sont très importants. C'est-à-dire que ce n'est pas... En fait, le mot festival n'est pas le bon mot. C'est-à-dire que en fait, Racontard, c'est un vécu. C'est un vécu expérimental pour ceux qui viennent. Attention. Parce que j'ai connu, moi, des gens qui étaient habitués à fréquenter les festivals traditionnels un peu partout, mais qui, tout d'un coup, en se retrouvant ici, dans Racontard, tout d'un coup, se rendaient compte que tu rentres dans une aventure, tu vas vivre avec les gens d'un village, tu vas les côtoyer. C'est pas venir en représentation, je pars à l'hôtel et je touche mon cachet et je m'en vais. Tu vas côtoyer, partager, et puis les gens vont être avec toi. Et tu vas être, à la fin de Racontard, tout le monde va faire partie d'une grande famille. À la fin du festival. Nous, dans notre festival, nous avons réussi, depuis qu'on a commencé, les membres, des gens qui sont devenus membres
actifs de raconteurs, c'est des gens qu'on a trouvés sur le chemin. Il y a même maintenant des grands conteurs comme Fares qu'on a découvert à Ismaël. Il était un petit rigolo qui faisait des histoires. Maintenant, il est devenu un très grand conteur. Comment il s'appelle? Rafiq. C'était un petit rien de toi à Jama'a Sarij. Et maintenant, on ne peut plus se passer de lui dans l'organisation du festival. Je veux dire qu'au fur et à mesure, on récupère des gens sur le trajet. Mais il y a aussi une chose. On fait un programme, on propose. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce que ce qui se passe, c'est ce qui va être improvisé. Le programme, c'est parce que les gens veulent un programme. Mais il faut laisser la place à l'impro. Nous, ce qu'on dit aux gens qui viennent, les artistes, où est-ce qu'on va jouer? Je dis, écoutez, vous rentrez dans le village, vous fréquentez le village, vous fréquentez les habitants du village, et vous choisissez avec eux. Je vais jouer à tel endroit, oui, mais est-ce que les gens du quartier sont d'accord? Parfois vous allez jouer dans les maisons, parfois. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un événement aléatoire. Ça reste très aléatoire, mais humain, c'est le partage et le plaisir de créer au contact. Moi, par exemple, je mène une action symbolique depuis 2004, mais cette action-là, quand j'ai fait une intervention dite murale, le but, ce n'est pas le travail fait. Le but, c'est ce qui va se passer pendant. Quand je commence, quand je continue, c'est-à-dire le travail fait avec des gens qui sont autour de vous, qui discutent, vous posent des questions, vous allez raconter, vous allez, sans arrêt, etc., etc. Et pourquoi tu fais ça, pourquoi, etc. Donc il y a un débat permanent. En fait, le raconteur, c'est comme une espèce de performance globale. C'est une performance pour tout le monde, même, c'est véritable. C'est-à-dire que là, quand on voit après s'entrecroiser, le regard des gens, moi, ce qui m'intéresse, quand j'arrive, par exemple, que je vois les anciens, ce qu'on appelle les anciens, qui sont assis, ding, 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 qu'est-ce qu'il y a derrière ces anciens? Il y a celui qui était immigré à tel endroit, il y a celui qui était immigré à tel endroit, il y a celui qui est là, etc., et qui est là maintenant, et avec ses yeux, il vous remercie d'avoir amené le bonheur à leurs petits-enfants. Est-ce que ça, ce que vous me décrivez, ça vient répondre à un manque ou un besoin pour les gens en Algérie aujourd'hui? Écoutez, c'est un besoin même en France. Ça n'existe pas, ce type de festival en France où les gens être accueillis par une population avec des enfants, etc. Nous avons été invités, Hassan Metref et moi, en Vendée, il y a 2 ans de ça, parce qu'il y avait à Vendée, il y a quelques Kabyles, qui a une association, ils ont voulu nous faire, il y avait là-bas un festival dans un patelin de la Vendée, qui font un truc chaque année, un festival, qui est populaire et autres. Ils nous ont appelés pour qu'on puisse pour témoigner de notre festival avec un documentaire et autres. Nous sommes allés. On a été très bien accueillis, tout ça, quand on est arrivé dans le village, c'était le premier jour du festival, 3 ou 4 personnes qui tournent par-ci, 3 ou 4 personnes qui tournent par-là. On a été accueillis dans la mairie, le maire qui a fait son discours d'ouverture dans la salle de la mairie. Il y avait quelques gens, personnalités du village. On était un peu embêtés. Et après, il y avait soi-disant un village international où on devait participer. C'était quoi? C'était une espèce de salle de sport où ils avaient mis 2-3 tables pour la Tunisie, 2-3 tables pour l'Algérie, je ne sais pas quoi. Et puis il y avait quelques lieux d'exposition et autres, quelques activités. Les Tunisiens leur ont amené un truc pour faire du couscous. Pour eux, la Tunisie, c'était le couscous. Alors nous, on arrive avec un film, on arrive avec des documents, on arrive avec des revues de raconteurs, on arrive tous. Au fait, il y avait peut-être une 30aine de personnes dans la salle pour venir voir le truc. Et alors,
quand on a projeté le film, on a témoigné de l'expérience de Souma. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient, dans leur intérêt, ils voulaient créer une coopération pour nous aider pour voir comment faire fonctionner un festival. Et quand ils ont vu le film, alors ils m'ont dit, comment faites-vous? Donnez-nous la recette. Je dis, c'est très difficile. La seule recette possible, c'est de prendre un village kabyle et de l'amener chez vous, avec l'état d'esprit qu'il a. C'est la seule possibilité. Parce que moi, dans ce village où j'étais, les gens du village, là, en Vendée, on n'a pas eu de rencontre. Ils ne venaient pas à notre rencontre, ils ne venaient pas discuter avec nous, ils ne venaient rien du tout. Alors, donc, notre festival est difficile, c'est-à-dire même ailleurs, bon, il est très difficile à reproduire. Le nombre de gens qui sont venus d'Italie, de Corse, etc., nous l'ont dit, on ne peut pas faire pareil. C'est-à-dire que en fait, je le répète, c'est le contexte des villages qui fait que le raconteur fait ce qu'il peut faire. Et si chaque année, on peut, parce que vous savez, recevoir 500 personnes, à les accueillir dans des maisons, et les nourrir pendant une semaine, midi et soir. Bien entendu que ce ne sera pas gailleux au départ, parce que c'est très difficile à mettre en place, parce que même les festivaliers, parfois, ils ne sont pas patients. Donc, de dormir dans les conditions qu'on vous propose. Si vous n'acceptez pas tout ça, ce n'est pas la peine de vous déranger. Donc, ceux qui acceptent ça, après, ils ne peuvent plus s'en passer. Il y a des gens, par exemple, il va venir bientôt, là, c'est Jorus, le conteur congolais qui vit à Marseille. Il dort dans des conditions dingues, mais c'est un animateur, il peut vous secouer le village, c'est pas possible. Donc, raconter, c'est un moment important de partage avec le lieu qui accueille, les gens qui viennent, entre les gens qui viennent, etc., etc. C'est-à-dire que, écoutez, il y a une chose qui est importante. Moi, si je dis, par exemple, je veux participer à un festival en France, qu'on me dit, bon, tu vas faire une intervention murale en France, tu vas faire une intervention murale. Ils vont me demander d'abord l'esquisse. Ils vont me demander d'abord quel est le projet. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Moi, quand j'arrive là, on ne me pose aucune question. On me fait confiance. Et alors, si on me fait confiance, je dois respecter cette confiance. Et raconter, c'est ça, c'est une mise en confiance. C'est-à-dire que si on vous permet d'être libre, il faut respecter la confiance qui vous permet d'être libre. Maintenant, c'est devenu une force. Parce que, vous faites ce qui s'est passé avec l'autre. Vous savez, tout ce qui s'est passé pendant les premiers mois du Hirak, à Alger, tous les jeunes plasticiens qui se sont investis et qui ont agi avaient fait raconter d'abord. Tous sont passés par ici. Et maintenant, après, ils ont fait tache d'huile. Il y a la bande de Béjaïa, la bande de Lambert, la bande de Sidi Bel Abbas, la bande. Ils ont fait tache d'huile dans tous les sens. On peut retrouver après partout des éléments de l'esprit raconteur qui se au niveau de la culture et autres. Alors qu'ici, il n'y a pas de combat, on est dans la liberté. Mais la liberté avec les moyens de bord. Hein? Si vous arrivez ici, tu dis, bon, j'ai pas de matériel, je ne peux rien faire, je dis, je m'excuse. Moi, il y a des jeunes qui arrivent comme ça, je m'excuse, tu veux faire quelque chose, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Oui, bon, je veux dire, par exemple, même la qualité des conférences, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et que là, par exemple, c'était particulier cet après-midi, il y avait ces femmes qui avaient envahi la place, hein, la placette, avec les chants traditionnels et autres, etc. Et puis à un moment donné, appel a été fait pour qu'il y ait avoir une conférence, donc il fallait arrêter cette fête. Les femmes se sont retournées, ont retourné leur chaise en direction des conférenciers. Et il y a eu un démarrage d'une conférence sur la culture berbère et autres, et c'était
la majorité des femmes du village qui étaient là. Et ça, c'était un truc qui était inimaginable il y a 10 ans de ça. Et même ailleurs. Même ailleurs, c'est-à-dire l'écoute des conférenciers, les débats, c'est terrible. Ça, c'est... Et il y a une chose qui se passe aussi, c'est que vous savez, depuis qu'on a démarré, chaque année, quand on débarque quelque part, il y a des villageois de tous les villages où on est passé qui viennent nous rendre visite. Tous. Ils défilent. Ils défilent. Vous, en tant qu'artiste, ça vous fait quoi de voir ce succès, de voir les gens qui s'impliquent Bon, il y a différents sentiments. C'est-à-dire que avec Hassan Metreb, l'année dernière, à un moment donné, on dit bon, nous, ça y est, on est les plus responsables, c'est les jeunes qui ont envoyé le truc, c'est eux qui donnent l'esprit, c'est les jeunes qui débarquent. C'est eux qui, ça n'a plus rien à voir avec l'esprit qu'on avait au départ. Il y a, disons ils ont amené plein de choses, hein, plein de besoins, plein d'envies, etc., etc. Et en fait, après, on devient spectateur. On devient un acteur, mais spectateur, tu vois, ils font ça. Voilà. Bon, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que on lance la chose, puis après, on n'est plus maître de la chose. Mais quand même, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a la vigilance du village. Il y a la vigilance du village quand même, ça il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a la liberté, d'accord, mais attention. Il ne faut pas être agressif, etc., etc. Parce que bon, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le... Mais les gens, c'est cette liberté qu'ils viennent chercher à raconter. Oui, mais c'est ça. De faire leur moyen d'expression. Mais même, vous savez que même, par exemple, quand on était, par exemple, l'année dernière, c'était difficile à Tiferdoud, même à Touaban, vous avez, ils ont été obligés parce que bon, nous, l'idée, au départ, c'était un festival avec les gens du village pour les gens du village, point. Et peut-être quelques villages environnants. Et maintenant, c'est qu'on a toute la région qui débarque. Je parle pour visiter, pour voir. Et quand les gens débarquent, ça engorge les rues. Et alors, ça monte, ça descend, et ça monte, ça descend. Mais les gens ne vont pas obligatoirement assister aux conférences et voir les trucs. Il faut voir ce qui se passe dans les visages des gens. Ces femmes et ces hommes qui déambulent, qui se croisent dans les rues, ils sont heureux. Ils sont heureux d'être là. Ils ont dit ici c'est quelque chose de bien, on marche, on va voir, on regarde ça, etc. Puis à la fin de la journée, on s'en va. Et ben, ils sont heureux. C'est-à-dire que c'est un moment de bonheur. En plus, qu'ils savent qu'il y a de la musique par-ci, par-là. Je veux voir, par exemple, la musique. La musique. Le soir, c'est impossible pour celui qui est au centre du village. Ça chante, il y a de la musique partout et autres. Quelqu'un qui veut dormir, c'est pas la peine. Moi, je me rappelle l'année dernière à Tiferdoud, j'avais une petite chambre au centre du village, et puis juste derrière la chambre, il y avait une placette, il y avait des musiciens qui jouaient jusqu'à 7 h du matin. Et alors on y va, ça enchaîne. Des jeunes, bien entendu, après à 7 h, ils vont dormir, ils vont se réveiller à midi, etc. Bon. Mais, alors, le matin, quand je sors, je suis obligé d'être en forme. Alors, on demande aux habitants, ça va? On dit, c'est bien, pendant une semaine, laissez, c'est la vie, c'est normal, laissez. Bon, on va vivre ça pendant une semaine, on ne peut pas interdire ça. C'est formidable d'entendre ça. Les vieux, etc., les gens. Bon, que je m'assois avec les anciens, je discute, ils m'ont dit, ils ont de la chance, ces jeunes. Ils ont de la chance, ces jeunes. Ils ont de la chance. Et voilà. Et ça, c'est. Le plus terrible, c'est que chaque année, moi, quand je viens de Blida, par exemple, chaque année, je vois le clivage qui se fait. Du point de vue, état d'esprit, mentalité, liberté, expression,
c'est comme si je changeais de, je sais pas, je venais de la planète Mars, venais à un autre monde. C'est terrible. J'arrive chez moi à Blida, je vois les pauvres jeunes. Ils tournent en rond. Ils sont là, avec leur tric là. Et puis après, le vendredi, ils mettent leur bléra, le tapis, etc. Ils vont, et puis ils reviennent, ils tournent en rond. Et puis alors après, les cachets. Les cachets qui font. Hein? Et alors, consommation, et là, il y a chose, là, il y a chose. Là, ça veut dire c'est interdit, c'est interdit, etc. Alors, et je vois quelques jeunes qui, en Facebook, qui m'ont dit, tenez, allez sur moi, le droit à ils ont le droit et nous, on ne peut pas. Ça, c'est... Ils ont dit, pourquoi? Et j'ai dit, mais c'est à vous à bouger. Parce que là-bas, les gens ne se laissent pas faire. C'est à vous à bouger, c'est à vous. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à être assistés, que ça vienne d'en haut. Alors en Kabylie, il n'y a jamais eu d'assistanat. Les gens, depuis le début, se sont pris en charge. Je reviens à ça, la prise en charge de soi. Et à un moment donné, bon, maintenant, ils n'osent plus, mais à un moment donné, ils voulaient presque interdire le festival. J'ai trouvé les moyens, pour voir comment interdire le festival. Parce qu'il n'était pas sous l'égide du ministère, de la wilaya, de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il n'était pas entre leurs mains, ça veut dire, pour eux, incontrôlable. Pour eux, incontrôlable, ça veut dire quelque chose qui va à leur rencontre. Alors c'est pas bien, c'est pas vrai. Ils devraient être contents qu'on fasse un festival sans leur demander de l'argent. Et que ils devraient être contents de nous dire ah bravo, vous n'avez pas besoin de notre argent, continuez. C'est ça. Parce que d'autres festivals n'ont pas connu le même sort, il y a d'autres festivals qui sont eux interdits et on ne laisse pas se produire. Alors que... on a eu des problèmes avec les autorités, oui, pour parfois. Il y a quand on a fait à Air-el-Bois-Metz, quand on a fait à Bouzgane, quand on a fait le festival à Bouzgane, c'était l'année où il y avait le grand festival panafricain à Alger. Et donc là, on avait des compteurs, c'est là que sont venus les compteurs africains et tout. Et en plein festival, parce que pendant un certain temps, il y avait la sécurité terroriste qui traînait partout. Et dans la région de Bouzgane, il y avait des passages de maquis, des terroristes. Ceux qu'en France, on appelle djihadistes. C'est des terroristes, pas djihadistes. C'est-à-dire que djihadiste, ça veut dire combattant. Hein. En arabe, djihadiste, ça veut dire combattant. Ça veut pas dire, c'est pas négatif. Donc, qui traînaient dans la montagne, donc l'armée encerclait la région. Et quand ils ont su qu'il y avait le festival à Bouzgane, où dans ce festival, il y avait les étrangers, eux, il ne faut surtout pas que de problèmes avec les étrangers. On ne sait jamais s'il y a, par exemple, les terroristes commettent quelque chose de grave avec les étrangers dans le festival, ça va leur tomber sur la patate, les autorités et l'armée, etc. Donc, ils sont venus, ils ont voulu... Ils ont dit aux gens du comité et à Hassan Metref, tous les étrangers doivent être mis dans un bus et expédiés sur Alger. Mais heureusement que c'était les derniers jours du festival. Donc, il s'est passé, le lendemain, ils devaient être expédiés sur Alger, mais le soir même, il y en avait la grande soirée du conte. Vous allez la vivre si tout va bien. La grande soirée des contes, c'est quelque chose de fantastique. Ça se passe en plein air, avec des conteurs menés par Joris Mabiala. Les gens sont assis, et toute une nuit à écouter des contes avec des contes fantastiques. Et ce qui s'est passé à Bouzgane, c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage. Les villageois, ils ont fait des guirlandes de lumière. Ils savaient que tous les gens allaient être expulsés le lendemain. Ils ont installé des guirlandes de lumière. Et tout le village a débarqué par principe. Comme ça, les jeunes ont voulu faire une émeute. Hassan a dit non, qu'il ne fallait pas faire. Et à la fin
de la nuit des contes, à la fin de la nuit des contes, les gens ont entamé un chant traditionnel de au revoir. C'était fantastique. Et les gens, après, ont été parqués dans une école avec la garde des policiers. Et le lendemain, il y a des bus qui sont venus les chercher pour les emmener sur Alger. Alors là, au départ des bus, tous les gens du village, des chants de au revoir. Et on revenez, etc. Mais c'est un moment fantastique. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs moments comme ça, où il y a eu même à Bouzguen, on a failli, à Mohamed, on a failli être interdit. Oui, oui. Mais c'est les villageois qui se sont imposés. Cette année, le Racontard se passe dans un contexte particulier. Il y a un mouvement de contestation énorme. Et vous veniez d'en parler, vous me disiez, voilà, ces jeunes-là, ils attendent que les choses se fassent. Vous, est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez que les artistes, quel rôle ils peuvent jouer? Est-ce que... Ça veut dire qu'ils sont déjà en action maintenant, ça y est. D'abord, ce que je dis, tous les gens qui ont fréquenté, en fait, Racontard a commencé le Hirak il y a 4 ans, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle Hirak, c'est-à-dire mouvement, c'est-à-dire, mais la seule différence, c'est qu'ici, il n'y a pas, dans l'Ancrabili, enfin, à l'intérieur du festival depuis un certain temps, il n'y a pas à se battre contre quelqu'un, il y a à faire et puis c'est tout, à libre. Hein? Par contre, ce qui s'est passé après, dans toutes les villes d'Algérie, le mouvement qui s'est créé, quand vous voyez, par exemple, à Jama'a Sarij, non pas Jama'a, oui, Jama'a Sarij, Poche Bouharerij, un patelin qui fait à la frontière des hauts plateaux, mais il faut voir la créativité qu'il y a dans le Hirak à Poche Bouharerij, des choses dingues. On se demande comment, pendant une semaine, ils font des choses, ils préparent des peintures murales de 6 mètres de haut, avec les trucs comme ça, mais partout, des actions folles, des actions... alors, il y a même un jeune de Béjaïa, un jeune plastique qui a fréquenté Racontard, qui a lancé un mouvement pendant un week-end, avec Facebook, un plasticien, qui a lancé un mouvement avec toutes les villes d'Algérie. En même temps, alors, c'est lancé un mouvement en même temps, qu'ils trouvent des lieux pour peindre sur les murs, tous en même temps, dans toutes les villes d'Algérie. Ça s'est fait? C'est ça, le Hirak, c'est ça, oui, mais ça, ces éléments qui sont allés là derrière avaient tété du Racontard, comme je dis. C'est-à-dire que c'est ça. Moi, j'arrive dans les rues de Blida, je trouve des jeunes en train de peindre les murs. Oh, qu'est-ce qui se passe? Facebook, on a reçu un truc. Ah oui? Oh, c'est un mouvement national, nanana. Mais oui, mais c'est qu'ici, on nous demande de ne pas faire de slogan politique. À Blida, c'était ça. Vous preniez des fleurs, etc., tout ce que vous voulez, mais pas de trucs politiques. Mais il y avait cette action-là. En fait, je veux dire que ça... Maintenant, disons que ça lance, même quel que soit les trucs qui vont se passer, la jeunesse a rendu la chose irréversible. Elle a rendu la chose irréversible, c'est-à-dire que cette nécessité de liberté, elle ne peut pas la lâcher. Ça, c'est important. Vous disiez, avant qu'on commence cette interview, qu'il faut connaître la signification des choses, il faut savoir lire en fait dans son environnement. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de ça aujourd'hui en Algérie? Est-ce qu'on est plus dans une lutte identitaire pour se réapproprier un peu? C'est fini ça. Ce n'est pas la lutte identitaire sectaire. C'est-à-dire que les jeunes de maintenant, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, Facebook, ils peuvent voir ce qui se passe au Japon, en Asie, n'importe où, etc. Ils contactent. C'est devenu planétaire presque. C'est-à-dire que les plasticiens, le langage se nourrit de partout. Mais ça ne veut pas dire que les Algériens savent d'où ils viennent et qui ils sont. Savent? D'où ils viennent et qui ils sont, et qui connaissent leur culture à eux. Ça peut se faire sans problème après. Mais vous savez,
si je prends un jeune de Marseille ou de n'importe où, etc., je dis, c'est quoi sa culture? Hein? Identitaire. Bon, il est dans le mouvement. Maintenant, les jeunes, ils veulent ça. Ils veulent être hyper libres. Et après, une fois qu'on a la liberté, il y a la fermentation. Et avec la fermentation, il y a des innovations. Et les innovations peuvent après prendre conscience, qu'on peut faire après des retours conscients, des études, etc. Moi, je vois maintenant des gens, des jeunes de maintenant, qui prennent conscience qu'ils doivent observer l'architecture traditionnelle comme elle était, étudier. Mais ça ne s'impose pas. Ça doit venir de soi-même. C'est un besoin. Et après, ça vient aussi dans la nécessité même de la... Par exemple, j'ai vu des architectes qui sont venus au début là, qui tenaient des propos très intéressants, où ils condamnaient la manière la défiguration architecturale qui se passait partout. Des jeunes comme ça, là, qui disaient, mais ça c'est pas beau, ça c'est pas bon, etc. Mais ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau, je veux dire, ça vient d'une façon spontanée et forte. C'est plus fort quand ça devient spontané, et non quand ce n'est pas imposé. Ça, je vous sens assez optimiste en fait sur... Bah, écoutez, si je n'étais pas optimiste, je ne ferais pas raconteur. Hein. C'est pour... vous savez, moi, vous savez que je suis né en 41, je suis sur ma 179e année, d'accord. Quand on a commencé en 2004, j'avais une certaine forme physique, je parle de la forme physique, pas morale, hein. Mais quand je termine un raconteur, que je pars dans d'autres mondes comme ça, je suis un peu perdu. C'est-à-dire que je vais après tourner en rond avec des souvenirs du festival. Et puis même d'autres souvenirs, et puis essayer de voir comment faire mieux, voir mieux, etc. etc. Voir comment diffuser l'information, etc. Et donc, je me trouve dans des contextes où les gens ne vont pas comprendre. Il faut expliquer, mais même l'explication n'a suffi. Vous savez, quand je dis aux gens, quand je leur explique le festival Racontard, ils m'ont dit on va venir. Je dis non, tu vas venir, mais tu vas venir pourquoi faire, etc. Quand tu viens, c'est pas un festival. La meilleure façon de comprendre le festival Racontard, c'est de le vivre. C'est pas, tu ne peux pas si je vous l'explique avec des mots, vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça, il faut le vivre. Il y a des gens qui l'ont vécu, qui ont vu des moments. Vous savez, maintenant on passe dans des villages qui ont beaucoup plus de moyens. On est passé à un moment donné dans des villages qui avaient des moyens très limités. À Ismaël, par exemple, il y a longtemps, on a dormi de façon plus que rudimentaire. Matelas au sol, les WC bouchés me cache, l'eau elle arrive à 2h du matin, des fois elle n'arrive pas, etc., etc. Bon, mais c'était des réalités comme ça, bon, mais on est allé jusqu'au bout à chaque fois. Parce qu'il y avait les hommes, il y avait les gens. C'était ça important, c'est parce qu'il y avait les gens, les hommes. Donc les conditions de vie étaient difficiles, mais il y avait les hommes, les gens. Ben oui, voilà. Et là, ici à Sahel, nous sommes dans un village hyper organisé. Mais pas pour le festival, hein, pour toute l'année, la vie. C'est un petit gouvernement local qui existe ici. C'est structuré. Vous savez, dans la structure traditionnelle, il n'y a pas de femmes. Ancienne. La femme, c'était les hommes, c'est les sages. Maintenant, vous prenez le comité de Sahel, bon, le secrétaire général, dans la structure traditionnelle, on appelle l'Amin. Le secrétaire général, c'est un administrateur très compétent.
Et puis le reste, c'est des représentants des associations, de la culture, du sport, des femmes, des quartiers. Chaque quartier a un représentant. De l'écologie, etc., etc. Et ensuite, il y a on appelle ça, la structuration des jeunes. Les filles, les garçons, etc. Vous savez que tout ce qui est petit jardin dans tous les coins comme ça, c'est le travail des jeunes, des enfants. C'est leur responsabilité. Et est-ce que vous auriez, je vais finir l'interview, juste un message pour les gens qui regardent cette vidéo, les artistes ou les jeunes qui ont envie de s'engager, ou en tout cas qui ont envie de faire quelque chose et qui ont peut-être peur ou qui ne pensent pas que c'est possible. Est-ce que vous auriez un message? Non, il faut le dire bien entendu qu'on ne peut pas agir seul, d'abord, que c'est d'abord arriver à créer des complicités. Hein, il faut qu'on soit déjà au moins un groupe et que ce groupe commence à agir, et avoir des conséquences et réagir par rapport aux conséquences, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut... Ça a commencé à se faire. Hein. Ça a commencé par exemple, moi j'ai eu une chose qui était étonnante, juste au début du Hirak, par exemple, des gens comme il y a Fares, le conteur qui a derrière Ismaël, a participé à tout un truc qui s'est passé à la Casbah d'Alger. Mais la Casbah d'Alger qui était un entre du terrorisme, pas possible. Maintenant que les gens ont accueilli une activité culturelle pendant une semaine ou je ne sais pas quoi, avec des contes, etc., Fares est devenu le héros du quartier. Il était accueilli par tout le monde voulait l'héberger, etc. Et donc, ça bouge, ça change. C'est-à-dire les gens maintenant en ont marre de vivre sinistrement. C'est-à-dire que ça change. Et la seule chose qui peut arriver quelquefois, alors contrairement ici, c'est que le problème, c'est le problème de la mixité, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des lieux intéressants dans l'Ouest où les gens sont intéressants, mais le rôle de la femme n'est pas un rôle externe, n'est pas comme ici. Alors, ça, il y a quelques barrières à combattre. Et il n'y a que les jeunes qui peuvent faire ça. Les jeunes, en complicité avec les jeunes du village. C'est comme ça que ça peut se passer. Et ça va se faire. Ça va se faire parce que les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas les arrêter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous aimeriez ajouter? Je pose toujours cette question fin d'interview parce que les gens... Bon, mais d'abord, je suis content que vous existez. D'abord, très heureux de savoir que vous existez. Hein, c'est-à-dire que ça aussi, c'est un élément nouveau dans Raconta. Nous avons des radios, des trucs qui viennent, qui s'installent, qui s'investissent dans les lieux. Ça, c'est depuis déjà 3 ou 4 ans que ça a commencé, avec Raj, etc. Ça, donc, c'est fantastique. C'est-à-dire que ça, c'est un truc, par exemple, il était inimaginable il y a quelques années. Mais ça, là, on sent qu'il y a une forte complicité efficace qui s'installe. Ça, c'est formidable.